Combien de fois avez-vous entendu les gens dire « Suivez votre passion ». C'est, vous savez, un conseil très populaire selon lequel, si vous poursuivez un emploi correspondant à vos intérêts, vous aboutirez à une carrière merveilleuse et serez heureux. Cependant, est-ce réellement vrai? Avez-vous vraiment besoin d'avoir une passion préexistante? Y a-t-il un emploi de rêve qui vous attend quelque part et qui vous apportera la plus grande satisfaction? C'est ce qu'on appelle l'hypothèse de la passion. Elle dit que vous devez d'abord déterminer ce que vous voulez vraiment, puis suivre cette voie de carrière. Pour vérifier si cette idée est vraie, parlons de l'histoire de l'un des hommes les plus célèbres du monde. Il s'agit de nul autre que Steve Jobs. On pourrait s'attendre à ce que Steve Jobs ait été un passionné d'informatique ou un entrepreneur en herbe lorsqu'il a commencé sa carrière. Mais en fait, il a étudié les arts libéraux au Reed College. Jobs insistait pour marcher pieds nus et laisser pousser ses cheveux. Il suivait des cours sur l'histoire occidentale et la religion orientale. Après seulement 1 an, il a abandonné ses études, mais il est resté sur le campus pendant un certain temps. Il dormait par terre et attendait des repas gratuits du temple Hare Krishna local. En raison des manières, disons, bizarres de Jobs, il est devenu une célébrité du campus. Beaucoup d'étudiants le surnommaient même le cinglé. Finalement, Jobs s'est lassé de sa routine et est rentré chez lui en Californie pour vivre avec ses parents. Il a passé plusieurs mois en Inde pour un voyage spirituel. Ensuite, Jobs a commencé une formation formelle au Los Altos Zen Center. Pendant ce temps, Steve Wozniak a été embauché pour concevoir un terminal que les gens pourraient utiliser pour le partage de temps informatique. Wozniak était le véritable génie de l'électronique. C'était lui qui était vraiment obsédé par la technologie et qui avait étudié l'informatique à l'université. Wozniak pouvait sans aucun doute créer le terminal, mais il n'était pas doué pour les négociations commerciales. C'est pourquoi il a demandé de l'aide à son ami de longue date, Steve Jobs. Jobs a en fait perdu le contrat, cependant, lorsqu'il est parti sans un mot pour passer du temps avec son groupe spirituel. Ainsi, des mois avant de fonder Apple, Steve Jobs n'était qu'un jeune homme excentrique qui faisait occasionnellement des travaux d'électronique pour de l'argent. Les kits de modélisme étaient très populaires à l'époque. C'étaient des cartes de circuits imprimées que les passionnés d'informatique pouvaient assembler chez eux. Jobs a proposé à Wozniak de concevoir leur propre carte de circuit imprimée. Il pouvait produire une unité pour 25 $ et la vendre pour 50 $. Jobs a dit qu'il pouvait réaliser 1000 $ de profit. Le grand tournant est arrivé lorsque Jobs est allé pieds nus au Byte Shop, un magasin d'ordinateurs appartenant à Paul Terrell. Jobs a présenté les cartes de circuit imprimées à Terrell, mais Terrell a dit qu'il voulait des ordinateurs entièrement assemblés et qu'il était prêt à payer 500 $ chacun. Il a également dit qu'il voulait 50 unités dès que possible, et c'est ainsi qu'Apple a commencé. Steve Jobs a-t-il suivi sa passion à l'époque? S'il avait poursuivi ce qu'il aimait, Jobs aurait été un gourou spirituel au Los Altos Zen Center. Il n'avait pas le rêve de changer le monde. Tout a commencé par une bonne opportunité commerciale. La passion est rare. Un groupe d'étudiants a interviewé des personnes qui ont réussi dans différents domaines sur le fait de suivre leur passion. Mais, vous savez, les réponses qu'ils ont obtenues n'étaient pas celles auxquelles ils s'attendaient. Les étudiants ont demandé « Comment avez-vous découvert ce que vous vouliez ?» et « Comment saviez-vous ce pourquoi vous seriez doué ?» Ira Glass, un célèbre animateur de radio, a déclaré que dans les films, le personnage se contente de poursuivre son rêve et que tout se met en place. Ça n'arrive pas dans la vraie vie. Glass pense que les choses se passent par étapes. Il faut du temps pour être bon dans n'importe quel domaine. Il a travaillé de nombreuses années avant de maîtriser la radio et avant qu'on ne lui offre de plus grandes opportunités. Il a dit que la clé est de se dépasser dans le travail, de se forcer à acquérir des compétences supérieures. Les étudiants ont également interviewé Andrew Steele, un astronome. Steele a dit qu'il n'avait aucune idée de ce qu'il voulait vraiment faire, et il est fortement en désaccord avec les gens qui disent que les jeunes devraient être sûrs de la carrière qu'ils veulent poursuivre. Steele n'a pas fait de doctorat parce qu'il espérait changer le monde un jour, il voulait juste avoir plus d'options. Beaucoup de personnes qui ont réussi ont répondu de cette façon. Tous s'accordent à dire que les grandes carrières commencent par des origines complexes. Il ne s'agit pas simplement d'avoir une passion et de la suivre. Des psychologues du monde entier ont mené de nombreuses études sur ce sujet. Qu'est-ce qui motive les gens au travail? Il existe des raisons courantes pour lesquelles les gens sont satisfaits de leur travail. Et, étonnamment, suivre sa passion n'en fait pas partie. Premièrement,
La passion prend du temps. Amy Wrzesniewski est psychologue à l'université de Yale. Elle a étudié la distinction entre un emploi, une carrière et une vocation. Un emploi est quelque chose que vous faites pour payer vos factures. Une carrière signifie un travail plus satisfaisant. Une vocation est une grande partie de votre identité, une partie vitale de votre vie. Amy a interrogé des personnes de différentes professions comme des médecins, des enseignants, des secrétaires, des programmeurs. On s'attendrait à ce que la plupart des enseignants et des médecins disent qu'ils ont une vocation. Mais ce n'est pas le cas. La passion n'est pas un prédicteur d'une carrière satisfaisante. Amy a également interrogé des assistants administratifs d'université. On s'attendrait à ce que ce genre de travail soit ennuyeux et répétitif. Mais certains assistants ont répondu que c'était leur vocation. Le prédicteur le plus fort des assistants qui considèrent leur travail comme une vocation est le nombre d'années qu'ils ont passé dans le poste. Plus ils ont d'expérience, plus ils aiment le travail. 3 facteurs psychologiques fondamentaux déterminent la motivation au travail. Le premier est l'autonomie. C'est le sentiment d'un employé qu'il a le contrôle sur sa routine quotidienne et que ses actions ont un impact sur l'organisation. Le second est la compétence. C'est le sentiment de confiance dérivé du fait d'être bon dans ce que l'on fait. Le troisième est la relation. C'est établir des amitiés avec ses collègues. Prenez par exemple les assistants administratifs d'université. Ceux qui ont plus d'années et plus d'expérience disent avoir trouvé leur vocation. C'est parce qu'ils ont maîtrisé leurs compétences, qu'ils se sentent plus confiants et qu'ils ont acquis plus de contrôle sur leur journée de travail. C'est un effet domino. Si vous restez assez longtemps, si vous acquérez plus de compétences, vous deviendrez un expert. Votre haut niveau de compétence vous donnera plus de liberté pour faire ce que vous voulez. Mais si vous abandonnez tôt, et que vous dites que ce n'est tout simplement pas votre passion, alors vous continuerez à chercher un autre travail. Vous vous sentirez frustré et douterez de vos capacités. Au lieu de vous améliorer, de gagner en compétences et en autonomie, vous sauterez d'un emploi à l'autre. En fin de compte, suivre sa passion est dangereux. Soyez si bon qu'ils ne peuvent pas vous ignorer. Jordan Tice est un célèbre guitariste acoustique. Il vit dans une maison qu'il partage avec d'autres musiciens. Jordan a une petite chambre qui semble appartenir à un moine. La chambre est juste assez grande pour un lit simple, un bureau et une chaise. Jordan a un amplificateur, une valise et sa guitare. C'est tout ce qu'il possède. Jordan a 24 ans, mais il avait déjà beaucoup d'expérience dans le milieu musical. Il a signé son premier contrat d'enregistrement alors qu'il était encore lycéen. Gary Ferguson, un guitariste acoustique chevronné, a choisi Jordan pour partir en tournée avec lui alors que Jordan n'avait que 16 ans. Il y a beaucoup d'autres bons guitaristes, mais Gary a choisi Jordan plutôt qu'eux. Il n'est jamais devenu arrogant. Jordan se concentre davantage sur l'amélioration de ses compétences. Lorsque l'auteur Cal Newport lui a rendu visite, Jordan pratiquait sa nouvelle composition, inspirée d'un chef-d'œuvre de Debussy. La composition est complexe. Jordan a continué d'essayer parce qu'il n'arrivait pas à l'exécuter au rythme rapide qu'il souhaitait. Quand il fait une erreur, Jordan s'arrête et recommence tout. Il pratique 3 heures par jour. Il lui faut 1 mois pour maîtriser une composition. Steve Martin, le célèbre humoriste, a été sollicité pour donner des conseils aux artistes en herbe. Il a dit que les jeunes n'écoutaient pas ses conseils parce que ce n'était pas ce qu'ils voulaient entendre. Les jeunes humoristes veulent savoir comment trouver un agent ou comment écrire un bon script. Mais Martin dit simplement qu'il faut être si bon qu'ils ne peuvent pas vous ignorer. Ne demandez pas si c'est votre passion, ou comment obtenir un public, ou comment gagner de l'argent. Concentrez-vous d'abord sur l'amélioration de vos compétences. Soyez excellent. Si vous avez des compétences extraordinaires, les opportunités viendront naturellement à vous. Mark K. Stevens est musicien de studio. Il a joué sur 99 chansons qui ont atteint la première place des classements Billboard. Mark a dit qu'il faut être obsédé par l'amélioration de la qualité de votre production. Le haut niveau de compétence est bien plus important que votre apparence, votre personnalité, votre équipement et vos relations. Toute votre maîtrise se verra dans la chanson. C'est ce que Cal Newport appelle l'état d'esprit de l'artisan. Il s'agit de se concentrer uniquement sur l'amélioration de la qualité de son art. Il distingue l'état d'esprit de l'artisan de l'état d'esprit de la passion. Dans l'esprit d'artisan, vous vous concentrez sur ce que vous pouvez apporter au monde. À l'opposé, dans l'esprit de passion, vous vous concentrez sur ce que le monde peut vous donner. Si vous avez l'esprit de passion, vous avez tendance à voir ce qui manque à votre travail actuel. Surtout au niveau débutant, vous n'avez pas encore d'autonomie ni de compétences. Vous n'auriez toujours pas de contrôle sur votre travail, et aucune tâche difficile ne vous serait assignée. Bien sûr,
Cela demande plus de temps et d'expérience. Le résultat est donc que vous êtes malheureux et frustré au travail. Dans l'esprit de passion, vous commencez aussi à douter de vous-même. Vous vous demandez « Qu'est-ce que je veux vraiment faire de ma vie ?» ou « Est-ce le maximum que je puisse obtenir ?» Vous vous sentez confus et pensez qu'il vous manque quelque chose d'important. Laissez tomber toutes ces idées inutiles dès maintenant et adoptez l'esprit d'artisan. Éliminez tous ces sentiments de malheur et de doute. Concentrez-vous sur l'amélioration de ce que vous faites. Devenez sacrément bon. Soyez si bon que les gens ne puissent pas vous ignorer. Arrêtez de vous demander si c'est votre passion. En ce moment, dans votre travail, donnez le meilleur de vous-même. Avec le temps et l'expérience, vous gagnerez plus d'autonomie et de compétences. Vous aimerez votre travail. Le pouvoir du capital de carrière. Soyons honnêtes. La plupart des emplois n'offrent pas vraiment d'opportunités de créativité, d'impact ou de contrôle aux employés débutants. Votre patron vous dira plus probablement d'aller changer la bonbonne d'eau plutôt que d'aller changer le monde. La créativité, l'impact et le contrôle dans un poste sont rares et précieux, mais il est possible de les obtenir. Comment? C'est une simple question d'offre et de demande. Si vous offrez quelque chose de rare et de précieux au travail, alors vous obtiendrez également une valeur extraordinaire en retour. C'est logique, non? Ne vous attendez pas à ce que votre emploi vous offre quelque chose de rare et de précieux, surtout lorsque vous débutez. Prenez l'initiative d'offrir des compétences rares et précieuses, et vous serez récompensé. Prenez par exemple l'entrepreneur de planches de surf, Al Merrick. Il était constructeur de bateaux avant de commencer à créer des planches de surf. Naturellement, au début, Merrick était nul. Ses planches de surf n'étaient pas de haute qualité. Elles ne convenaient pas aux surfeurs professionnels. Mais Merrick a continué à travailler dur. Il s'est concentré sur l'amélioration de ses compétences. Il avait peur de l'échec. Merrick a eu une fois la chance de concevoir une planche de surf pour un champion du monde. Il savait à quel point c'était une grande responsabilité. Mais il a fait plus d'efforts et a mieux performé que jamais auparavant. Aujourd'hui, Merrick est un homme d'affaires prospère. Son magnifique bureau est situé près de la plage. Il peut nager et surfer quand il veut. La marque de planche de surf de Merrick est populaire car c'est la marque des champions du monde. Avant que Merrick n'atteigne cette excellente position, il a d'abord offert quelque chose de rare et de précieux dans son travail. Combien de fabricants de planches de surf sont capables de créer des planches de surf de classe mondiale? Cela demande une quantité intense de compétences et d'efforts. Parce qu'il s'est concentré sur le fait d'être le meilleur, Merrick bénéficie maintenant de la créativité, de l'impact et du contrôle. Il aime beaucoup son travail. Maintenant, vous pensez peut-être que dans votre entreprise, il est vraiment impossible d'obtenir plus de créativité, d'impact et de contrôle. Vous avez peut-être un emploi comme John, un consultant fiscal, qui est un lecteur assidu du blog de Cal Newport. John a écrit à Cal que ses tâches au travail sont strictement préassignées, ce qui rend difficile de se démarquer. Les heures sont longues et le travail n'a pas de but supérieur. John craint que l'activité fiscale ne soit un fardeau pour les personnes pauvres. Dans ce cas, Cal a conseillé à John de quitter son emploi. Alors, il y a 3 caractéristiques qui, vous savez, disqualifient totalement un emploi de l'efficacité de l'état d'esprit de l'artisan. Cela signifie essentiellement que cela ne pourra jamais être votre œuvre majeure. Premièrement, la raison pourrait être que le poste offre très peu d'opportunités pour vous d'offrir des compétences rares et précieuses. Si vous avez des tâches strictement prescrites, comme John, dépasser les attentes pourrait même être une erreur. Deuxièmement, le travail pourrait être orienté vers quelque chose d'inutile, ou, honnêtement, même activement dégradant pour le monde. Troisièmement, le travail vous oblige à travailler avec des gens que vous, méprisez vraiment. N'importe laquelle de ces caractéristiques vous empêchera de construire un travail que vous aimez. Devenir un artisan. Salut, avez-vous déjà entendu parler de la règle des 10 000 heures? Depuis les années 70, de nombreux psychologues ont conclu que pour devenir un maître dans n'importe quel domaine, il faut 10 000 heures de pratique. Cela représente au moins 10 ans d'expérience. Par exemple, Bill Gates était inscrit dans l'une des premières écoles secondaires d'Amérique à installer des ordinateurs. Au moment où il a lancé Microsoft, Gates avait déjà passé plus de 10 000 heures à programmer. Et puis il y a Mozart, le célèbre enfant prodige. Son père l'a fait voyager à travers l'Europe pendant plusieurs années, et Mozart a joué du piano tous les jours devant un public en direct depuis qu'il était enfant.
Cependant, Neil Charnes, un psychologue de l'Université d'État de Floride, a souligné que ce n'est pas seulement le nombre d'heures de pratique, mais aussi la qualité de la pratique qui mène à la maîtrise. Charnes a étudié les carrières de joueurs d'échecs du monde entier. Certains avaient le pratiqué pendant 10 000 heures, mais ils ne sont pas devenus grands maîtres. La différence est la façon dont les grands maîtres utilisaient leur temps. Certains joueurs d'échecs croient que le jeu en tournoi est meilleur pour améliorer les compétences, tandis que d'autres disent que c'est une étude sérieuse. Dans le jeu en tournoi, un joueur d'échecs défie autant d'adversaires qu'il le peut, mais le problème est si l'adversaire est juste au même niveau ou à un niveau de compétence inférieur au vôtre. Dans l'étude sérieuse, le joueur d'échecs lit des livres et s'entraîne avec un bon entraîneur. Il devient plus compétent parce qu'il reçoit un feedback immédiat. L'entraîneur l'aide à identifier ses points faibles et à s'améliorer. On peut observer cette tendance dans les carrières des musiciens, des athlètes, des scientifiques ou de tout expert dans leur domaine. Le concept s'appelle la pratique délibérée. C'est un style d'étude sérieuse, sous la supervision directe d'un entraîneur, dont le but principal est d'améliorer la performance de l'individu. Certains professionnels connaissent ce qu'on appelle un plateau de carrière. Cela signifie qu'ils cessent d'améliorer leurs compétences à un niveau acceptable. Ils ne deviennent pas des champions du monde. Ils restent dans leur zone de confort et ne parviennent pas à se dépasser. C'est un fait important que vous devez savoir. La pratique délibérée est souvent, désagréable. Vous serez soumis à des cycles constants d'étirement et de destruction. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? S'étirer signifie se dépasser. Une fois qu'un athlète olympique maîtrise une compétence, il commence par un niveau supérieur qui est au-delà de sa zone de confort. Il bat son propre record. Imaginez la force physique et mentale nécessaire pour faire cela. Mais après vous être étiré, vous serez sous l'œil attentif d'un entraîneur qui vous détruira avec des feedbacks honnêtes. Juste quand vous pensez avoir fait un excellent travail, quelqu'un sera là pour dire que ce n'est pas suffisant. Mais le feedback immédiat est une partie vitale de la pratique délibérée. Vous ne vous améliorerez jamais si vous ne savez pas ce qui vous manque. Le feedback honnête peut être douloureux, mais vous devez l'accepter si vous voulez vraiment devenir le meilleur. Les capitalistes de carrière. Mike Jackson est directeur chez Wesley Group, une société de capital risque spécialisée dans les énergies renouvelables et située dans la Silicon Valley. C'est honnêtement une excellente carrière, où Mike gagne beaucoup d'argent tout en sauvant le monde. Mike a voyagé dans de nombreux pays et a rencontré plusieurs sénateurs et maires de grandes villes. Mais vous savez, il n'a pas commencé cette carrière incroyable en suivant sa passion. Mike a bâti son capital de carrière avant même de savoir ce qu'il voulait vraiment faire. Mike a étudié la biologie et les systèmes terrestres à l'université de Stanford. Après avoir terminé sa licence, il a continué à étudier pour un master. Le professeur qui le supervisait envisageait un grand projet de recherche en Inde sur le secteur du gaz naturel. Il a conseillé à Mike d'explorer ce sujet pour sa thèse. Le professeur a apprécié les résultats du mémoire de Mike. Grâce à cela, il a lancé une recherche majeure en Inde et a demandé à Mike de l'aider à diriger le projet. Mike en a tiré le meilleur parti. Il savait que s'il faisait de son mieux dans ce projet, il aurait plus d'opportunités dans sa carrière. Mike a voyagé en Inde 10 fois, en Chine 5 fois et quelques fois en Europe. Il a eu des réunions avec les dirigeants de grandes entreprises de services publics et a vraiment compris comment fonctionne le marché mondial de l'énergie. La recherche s'est terminée après 2 ans. Mike et son mentor ont organisé une grande conférence internationale pour présenter leurs résultats. Des fonctionnaires et des professeurs du monde entier ont assisté à l'événement. Après cela, Mike était prêt à passer au niveau supérieur de sa carrière. Il a créé une entreprise appelée Village Green. Grâce à ses expériences, Mike a compris comment fonctionne le marché international des énergies renouvelables. Il a offert un service aux entreprises sous forme de certification, ce qui prouve qu'elles ne rejettent pas de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Mike a dirigé cette entreprise pendant 2 ans. Cependant, la récession a frappé en 2009 et il a décidé de fermer l'entreprise. Ce qui est arrivé ensuite dans la carrière de Mike est, honnêtement, assez intéressant. Il avait un ami qui est humoriste. Ce gars a une petite amie qui passait un entretien d'embauche pour une société de capital risque. La petite amie a refusé l'offre, mais elle a suggéré à l'entreprise de contacter Mike. Elle pensait que Mike était un bon candidat en raison de son expérience dans la start-up. Mike s'est présenté même s'il avait des doutes. Il n'avait aucune idée de comment trouver le prochain Instagram, mais il pouvait certainement dire quelle entreprise d'énergie propre avait le plus de potentiel. Mike n'avait jamais eu d'entretien d'embauche de sa vie.
Lui et l'intervieweur ont réalisé tout de suite que Mike n'aurait pas le poste. C'est pourquoi ils ont parlé plus comme des amis. L'intervieweur a pris connaissance des expériences de Mike et a dit qu'il connaissait quelqu'un qui était en train de créer une société de capital risque spécialisée dans les technologies propres. En 2009, Mike est devenu stagiaire au Wesley Group. Quelques mois plus tard, il a été embauché comme analyste à temps plein, puis a été promu associé. 2 ans après cela, Mike s'est vu offrir le poste de directeur. C'est ainsi que Mike a réalisé son excellent travail. À chaque étape, il a accumulé le plus de capital de carrière possible. C'est son atout le plus important. D'un chercheur à un entrepreneur, puis à un directeur d'une entreprise de premier plan, Mike a saisi la meilleure opportunité suivante qu'il pouvait obtenir grâce à ses compétences nouvellement acquises. Conclusion. Alors, vous avez appris qu'il ne faut pas suivre sa passion aveuglément. La plupart des gens qui réussissent n'avaient pas de passion préexistante quand ils ont commencé leur carrière. Comme Steve Jobs, la plupart d'entre eux n'étaient pas sûrs de ce qu'ils voulaient vraiment faire. Vous avez appris que la passion est rare et, honnêtement, un peu dangereuse. Le chemin vers une grande carrière est long et semé d'embûches. Il se déroule par étapes. Il faut du temps et de l'expérience pour atteindre l'autonomie et la compétence au travail. Si vous abandonnez tôt, vous n'atteindrez pas le niveau de satisfaction. Vous avez appris la mentalité d'artisan et la mentalité de la passion. Ne vous concentrez pas sur ce que le travail peut vous apporter. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez offrir à votre travail. Laissez de côté tous vos doutes et vos insécurités. Jetez-les par la fenêtre. Visez une seule chose importante. C'est améliorer la qualité de votre travail. Vous avez appris la règle des 10 000 heures, la pratique délibérée et le feedback honnête. Poussez-vous plus loin. Ne vous reposez pas sur vos lauriers. Acceptez les critiques constructives de votre patron ou de votre mentor. C'est la seule façon de devenir le meilleur. Vous avez appris le capital de carrière. Vos compétences sont votre atout le plus important. À chaque étape, assurez-vous d'avoir augmenté votre capital de carrière afin de pouvoir saisir la prochaine grande opportunité. Vous pouvez devenir l'un des meilleurs dans votre domaine. Arrêtez de vous demander si c'est le bon travail pour vous ou si c'est vraiment votre passion dans la vie. Au lieu de cela, offrez quelque chose de rare et de précieux à votre travail. Améliorer vos compétences est le moyen sûr de réussir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu. Merci d'avoir regardé.